Rebonjour, donc merci d'avoir patienté. Nous allons donc commencer. Donc je suis Guillaume Cholet, je suis responsable du service lipochimie de l'ITERG et je vais consacrer mon webinaire à la gamme de polyester que l'ITERG développe maintenant depuis 4 ans et je vais vous présenter les dernières évolutions en commençant tout d'abord par un bref rappel de ce qu'est la gamme de polymères et donc la gamme que nous appelons la gamme PRIC. Donc d'un point de vue schématique, voici comment on peut représenter les structures que nous proposons. Donc elles sont issues d'huile de ricin pour une simplicité due à la fonctionnalité de l'huile de ricin en fonction hydroxyle native. Et donc derrière, on peut accéder très rapidement et facilement à des polyesters. Et donc nous pouvons designer à façon des polyesters, différents types de polyesters avec différentes fonctionnalités. Donc ici, vous avez représenté des polyesters monofonctionnels en hydroxyle ou monofonctionnels en acide, et puis des polyesters difonctionnels en alcool et en acide en fonction d'un réactif complémentaire que l'on ajoute lors de leur action de polymérisation, donc des réactifs qui sont difonctionnels également. Donc on peut moduler à façon le design de ces molécules et les propriétés qui en ressortent sont des propriétés donc avec des différents poids moléculaires pour le polymère allant jusqu'à 20 000 en fonction également de la pureté de l'ester méthylique utilisé. Et après vous avez un polymère qui est amorphe, j'en reparlerai par la suite. Et puis donc tout un tas de fonctionnalités acide ou alcool, mais d'autres fonctionnalités, là également je reviendrai par la suite. Nous sommes bien avec un statut polymère, c'est important de le mentionner, selon la réglementation REACH. D'un point de vue plus concret, le design de ces polyesters se présente sous la forme suivante, donc un enchaînement d'acide ricinoléique avec donc un certain nombre de fonctions d'intérêt qui vont faire les propriétés intrinsèques de ce polymère. Donc vous avez encore la présence d'insaturations sur la chaîne grasse. Alors insaturations qui sont plus ou moins difficiles d'accès et donc également qui sont peu nombreuses. Donc ça va permettre une stabilité à l'oxydation. Mais la présence de ces insaturations est également très intéressante puisqu'on peut potentiellement imaginer faire de la post-fonctionnalisation sur ce polymère. On est sur une base polyester, donc présence d'esters qui sont plus ou moins encombrés, donc qui vont permettre une bonne stabilité à l'hydrolyse, mais c'est aussi un intérêt d'avoir des polyesters puisque derrière la biodégradabilité est en tout cas avérée. Vous avez également des chaînes pendantes qui vont donner un polymère amorphe, donc avec une faible TG aux alentours de moins 70 degrés. Ces polymères, on peut les utiliser tels quels dans un certain nombre de domaines d'application que nous avons déjà ou que nous continuons à travailler avec un certain nombre de partenaires industriels, donc dans les domaines de la cosmétique, dans les domaines des lubrifiants, dans le domaine des texturants et tout un tas d'autres domaines d'application. Mais on peut aussi les considérer comme des pré-polymères que nous pouvons par la suite réticuler ou allonger la longueur de ces chaînes pour aller sur des polymères de type polyuréthane, polyamide ou des polyesters plus haut poids moléculaire. Et là aussi accéder à des nouveaux matériaux, des matériaux pour les marchés, notamment des coatings, des revêtements.
Globalement, on considère que la première génération de ces PRIC, c'est la génération que je viens de vous présenter avec les fonctionnalités acides et alcool. La seconde génération étant, elle, associée à la post-fonctionnalisation de ces estolides, avec donc l'apport de nouvelles fonctionnalités de type isocyanate, acrylate ou silane par exemple, pour accéder là encore à des nouveaux marchés ou des nouvelles propriétés nécessaires sur les domaines d'application que nous visons également. Donc les acrylates notamment pour les marchés également des revêtements et des cols. Derrière, on accède donc à tout un tas d'autres polymères et à d'autres marchés. La troisième génération est associée à la matière première et à la modification de la matière première. C'est-à-dire que pour le moment, on est focalisé sur l'ester méthylique de ricin, mais il y a un véritable intérêt pour nous d'accéder à des estolides à partir de matières premières différentes, de type soit coproduits de l'huilerie ou également d'huile métropolitaine. Alors ça nécessite un peu plus de développement et de chimie, mais par contre ça a un véritable intérêt pour nous de diversifier la gamme à partir d'un sourcing plus métropolitain. Sur ce tableau, on référence un certain nombre de molécules disponibles à la gamme. Ce n'est pas du tout exhaustif, bien au contraire. Donc ici, vous voyez des fonctionnalités différentes, des indices d'hydroxyde différents, des indices d'iode également, des poids moléculaires, des viscosités. Donc on peut, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir moduler à façon la molécule en fonction du cahier des charges industriel et en fonction, bien évidemment, donc de l'application visée. Donc on a des polyesters polyols, également des polyesters acides, comme je le disais précédemment. Et cette gamme évolue tout le temps, puisqu'on a maintenant une quinzaine, vingtaine de molécules disponibles et que l'on peut toujours faire évoluer. L'intérêt également, ce n'est pas que de faire de la chimie, c'est de faire des évaluations de ces molécules en termes de toxicité, écotoxicité notamment, pour, là encore, proposer des molécules, mais avec une FDS un peu plus complète en fonction des domaines d'application. Donc, la biodégradabilité de ces molécules, on l'a confirmé via un certain nombre, on a suivi deux normes, l'OCDE 301B qui s'étale sur 21 jours et l'ISO 17556 que nous avons fait prolonger sur 4 mois pour confirmer la biodégradabilité. Ensuite, l'écotoxicité sur Daphne et algues, là aussi c'est avéré négative. Nous avons procédé à beaucoup d'évaluations plutôt destinées au marché de la cosmétique, puisque nous sommes beaucoup impliqués sur ce marché-là et nous avons un certain nombre déjà de molécules qui se positionnent sur ce marché. Et donc, tout un tas de tests ont été menés, sensibilisation cutanée, irritation, mutation, phototoxicité, tout ça s'est avéré négatif. Et nous avons également fait une évaluation plutôt destinée au marché de l'emballage, avec un essai de migration globale qui là aussi s'est avéré négatif. Donc ces évaluations-là, il y en a encore d'autres à évaluer selon les marchés, bien évidemment, mais ça donne déjà des premières indications nécessaires au positionnement de certains industriels pour pouvoir évaluer en interne ces molécules que nous proposons. Alors, ces évaluations n'ont pas été faites sur l'ensemble des molécules que je vous ai présentées, mais sur un panel représentatif
des molécules et notamment celles qui sont le plus utilisées à l'heure actuelle. En termes d'évolution de la gamme, tout à l'heure, je vous avais parlé des acrylates, c'était la piste sur la deuxième génération. Donc maintenant, c'est officiel, on a des acrylates, on dispose de molécules fonctionnalisées acrylates, soit métacrylate, soit acrylate. En fait, on peut là aussi moduler à façon le type d'acrylate qu'on positionne en fonction de l'application et en fonction du système de polymérisation, qu'il soit radicalaire UV ou chimique. Ça dépend là aussi du cahier des charges industriel. Et on peut également envisager de faire des acrylates ou des prépolymères 100% biosourcés. En fonction de l'acrylate utilisé. Il existe très peu d'acrylates biosourcés, mais il y en a quand même certains. Il y en a notamment un très intéressant. Et nous travaillons à essayer de rendre ce prépolymère réactif. L'évolution de la gamme se fait également au travers de molécules amphiphiles pour les marchés des tensioactifs, des détergents, enfin tout type de marché qui utilise au final des molécules tensioactives. Donc nous designons là aussi des polymères toujours basés solides et nous faisons varier la structure hydrophile. Donc soit avec des molécules pétrosourcées, soit à base molécules biosourcées. Donc on peut faire du 100% biosourcé en fonction de l'hydrophile qu'on positionne. Là aussi, on adapte la structure et en final le ratio hydrophile-hydrophobe pour répondre à un certain nombre de critères industriels, donc la HLB, la concentration micellaire critique. En fait, ce que recherche l'industriel en fonction du domaine d'application visé. Là aussi, on est parfaitement en phase avec REACH. Donc cette gamme-là, elle est relativement avancée puisqu'on dispose déjà d'un certain nombre de molécules que l'on peut produire déjà à des échelles conséquentes, notamment l'échelle pilote. Vous voyez la différence, c'est notamment la fonctionnalité. Puisqu'ici on a des fonctionnalités plus élevées, de 5 à 8, on peut même encore être beaucoup plus élevé, puisque cette structure-là est 100% biosourcée. Donc l'hydrophile est biosourcé. Et derrière, on fait varier, là encore, l'indice d'hydroxyle, la viscosité et le poids moléculaire également. Et apparaît également donc la HLB que l'on détermine. Pour le moment, vous voyez que la HLB varie de 5 à 10. Le développement et les développements sont en cours pour étendre davantage les valeurs de HLB et atteindre des HLB beaucoup plus élevées. Et ça, ça se fera, on obtiendra ces évolutions ou ces modifications en faisant varier les ratios ou en utilisant d'autres hydrophiles, par exemple. Donc concrètement, en termes de fonctionnement, l'ITER se positionne sur l'ensemble de la chaîne de TRL, de la recherche jusqu'à la production à façon, grâce à toutes nos plateformes, plateforme technologique, plateforme pilote 100 kg, plateforme industrielle 1 tonne, et on peut produire vraiment à façon toutes ces molécules. Et l'intérêt également, c'est grâce à nos différents équipements et à nos installations, nous pouvons évaluer, faire des évaluations technico-économiques de nos molécules, et également faire des évaluations environnementales grâce à nos collègues du service environnement qui nous accompagnent
pour notamment réaliser des analyses de cycle de vie comparatives avec des produits pétrosourcés disponibles également dans le commerce, qu'on puisse se positionner en termes d'intérêt de ces molécules vis-à-vis de ce qui existe déjà. Concrètement, je le dis et je le répète, mais c'est important, cette gamme PRIC, elle est en pleine évolution, mais elle est aussi évolutive. Il ne faut pas s'arrêter uniquement au catalogue et donc au tableau qu'on fournit. Nous sommes en capacité d'adapter les molécules, nos molécules, en fonction du cahier des charges applicatif. Ensuite, on est en capacité de produire jusqu'à une échelle de la tonne, et on a déjà fait des évaluations économiques puisqu'on vend déjà un certain nombre de ces prix, et le coût est estimé, enfin, est entre 8 et 12 euros du kilo en fonction du grade requis par l'industriel. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, on a une volonté de s'affranchir de l'huile de ricin et donc de nous positionner sur l'utilisation de matières premières plus issues de métropole, donc soit huile en tant que telle, soit coproduit pour alors, potentiellement diminuer les coûts, mais également éviter d'entrer en confrontation avec l'alimentaire, on va dire. Donc toutes ces stratégies-là sont maintenant en cours d'évaluation en interne, et aussi pour répondre à des aspects, on va dire, performantiels. Sachant que l'huile de ricin, l'acide ricinique n'est présent qu'à 85% dans l'huile, et donc derrière, si vous faites des polymères, vous avez 15% d'autres acides gras qui peuvent être un inconvénient si vous voulez faire des polymères de haut poids moléculaire. Donc la stratégie, c'est d'aller sur des polymères de plus haut poids moléculaire, donc avec des huiles dont on aura contrôlé davantage la fonctionnalisation. Pour conclure, je voudrais quand même remercier la région Nouvelle-Aquitaine et Terre Univia pour leur contribution financière à ces développements. Et je voudrais vous remercier, vous, pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par écrit. Je tenterai d'y répondre. Alors, je viens d'avoir une question sur l'enregistrement de ces molécules au niveau des CAS et INCI. Alors, l'enregistrement se fait au cas par cas en fonction on va dire, des avancées et des potentialités de développement commerciaux plutôt. Donc une des molécules que je vous ai présentées déjà possède déjà un numéro CAS. Et quant au numéro INCI, l'enregistrement va se faire sur un certain nombre d'entre elles l'année prochaine, puisque comme vous avez pu le constater, on a fait beaucoup d'évaluations pour le marché de la cosmétique, et donc la prochaine étape c'est l'enregistrement INCI, avec aussi en lien avec la possibilité d'enregistrement sur la liste chinoise, le cas échéant.
Il n'y a pas d'autres questions apparemment, donc je vais vous remercier. Sachez que la présentation sera disponible sur le site de l'ITERG si vous voulez la consulter à nouveau. Et si vous voulez plutôt l'avoir à disposition, n'hésitez pas à me contacter. Je vous la transférerai si je peux le faire, mais je pense que je peux le faire. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.